Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. La FIA doit relever un défi majeur, le contrôle des unités de puissance et des updates. Voyons. Le développement des moteurs de la F1 est maintenant complètement gelé depuis plusieurs mois. Ainsi, au cours des prochaines années, les fournisseurs de moteurs ne seront pas autorisés à faire des mises à jour qui apportent de meilleures performances. Seuls les modifs liés à la fiabilité seront autorisés. Mais dans quelle mesure la FIA peut-elle contrôler la distinction entre les deux? Eh oui, bonne question, ça. Est-ce qu'il n'y en aura pas qui vont gruger un petit peu, là? Que ce soit Mercedes, Ferrari ou Honda. Avec les nouvelles voitures de 2022, la FIA s'est montrée assez tolérante lorsque les équipes proposent des mises à jour de fiabilité. Selon Bruno Fama, responsable des moteurs chez Renault, c'est également logique car toutes les équipes de course ont eu des problèmes de fiabilité relativement importants. Il s'attend et espère que les contrôles de la FIA deviendront plus stricts à partir de cette saison. En effet, il existe des pièces des moteurs pour lesquelles il est difficile de séparer la perfo de la fiabilité. Le sujet est compliqué, nous ne pouvons pas dire si derrière un problème de fiabilité se cache souvent un gain de performance. La frontière est mince entre les deux. Le grand patron a expliqué que lorsqu'il y a un problème avec une pompe à eau, il est tout à fait clair qu'il s'agit d'un problème de fiabilité. Après tout, une nouvelle pompe à eau n'apporte pas de gain de performance. Mais si tu dois changer le matériau des segments de piston, alors cela peut changer la question, car tu peux pousser ton moteur davantage et donc viser de meilleures performances. Alors où est la limite? C'est pas clair. Et comme d'habitude, en Formule 1, il y a des zones d'ombre, des zones grises, et certains vont s'y engouffrer, ça c'est sûr. On verra qui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Vettel revient sur Bakou, le fameux incident avec Hamilton. Donc maintenant ils sont amis, mais les relations n'ont pas toujours été aussi chaleureuses entre les deux. En 2017 et 2018, deux batailles pour le titre ont opposé Vettel, pilote Ferrari, et Hamilton, donc pilote Mercedes. Lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, les tensions ont éclaté lorsque Vettel, convaincu qu'Hamilton lui avait fait un break test, s'est placé à côté de la Mercedes et a donné un gros coup de roue juste avant le redémarrage de la course. J'étais très contrarié. C'est un de ces moments où les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, et j'étais contrarié. Peut-être que le côté émotionnel a pris le dessus. Mais ce moment était en fait un moment clé, il aurait pu nous éloigner davantage l'un de l'autre, ou nous rapprocher, et il nous a rapprochés. J'ai réfléchi et j'ai pensé à ce qui s'est passé, même si j'ai ressenti sur le moment que ce n'était pas juste, pas correct, et que je voulais lui dire, c'était pas la bonne forme de communication, c'était pas la bonne manière. Et ce n'était pas digne d'un sportif. J'ai admis cela par la suite, et nous avons parlé l'un à l'autre, nous sommes parlé l'un et l'autre, et depuis ce moment, nous sommes devenus plus proches l'un et l'autre. Voilà, donc tout est bien qui finit bien au final. C'est magnifique. Bon voilà, bah écoutez, de toute façon Vettel maintenant il est plus en F1, donc voilà, leur amitié aura duré un temps, mais bon, maintenant chacun va vivre sa vie quoi. Je vous laisse commenter ça. Avec Alonso, Aston Martin se fixe un objectif ambitieux pour 2023. Quel est cet objectif? Alors, directeur des performances de l'équipe, Tom McCullough, a déclaré: je suis encore en train d'apprendre à connaître Fernando, c'est un personnage très motivé, très compétitif, je commence à le voir un peu quand je lui parle, a déclaré l'ingénieur britannique. Il se concentre uniquement sur le fait de bien faire. Il voit un bon avenir dans notre équipe et le voyage que nous avons entamé. Mais Fernando ne va pas se contenter de se battre au milieu de peloton. Il veut faire partie de l'étape que nous voulons franchir, qui est de commencer à défier les trois meilleures équipes. Ah oui. Alors là, on veut directement jouer dans la cour des grands, quoi. Hein. Réputé pour son caractère bien trempé et son tact très particulier envers ses écuries tout au long de sa carrière, Alonso a pourtant le soutien inconditionnel du personnel de Silverstone. Le natif d'Oviedo a pu avoir un avant-goût de la prochaine aventure avec Aston lors des essais de pré-saison à Abu Dhabi, déclarant par la suite qu'il était heureux à plus de 100%. Cependant, sans vouloir calmer les ardeurs de son nouveau pilote, Tom McCullough a préféré rappeler que le processus pour faire grandir l'équipe est encore long. En 2023, Aston Martin veut progresser dans la hiérarchie, sans pour autant viser les victoires dans l'immédiat. L'objectif à court terme, jouer aux portes du top 3, chez les constructeurs. Je pense que Fernando va contribuer de manière significative à ça. Confie McCullough, il est réaliste, vous savez, il est dans le projet avec nous. Si nous pouvons nous battre contre les trois meilleures équipes l'année prochaine, je suis sûr que nous serons heureux de cela. À partir de là, nous allons juste poursuivre le voyage que nous avons entamé pour essayer de rattraper les écuries à l'avant qui font le meilleur travail en ce moment. Eh ben bonne chance, hein. C'est pas gagné du tout. Hein. Bon, vous en pensez quoi, vous? Coulthard pense que Ferrari peut remporter les titres 2023. Ouais, bah il va falloir bosser dur hein, quand même. Hein. Sur la stratégie, la fiabilité surtout. Je crois en Ferrari, pas dans la théorie, mais dans les temps autour. Ils ont été champions du monde des qualifs en 2022, leur voiture est exceptionnelle. Charles a été le pilote le plus rapide pendant une grande partie de l'année, et je pense que la voiture s'est améliorée vers la fin de l'année. L'ancien pilote, qui lui-même a été membre de l'équipe Red Bull, pense également que les Italiens disposent d'une autre arme secrète, le duo de pilotes exceptionnellement bon qui évolue chez Ferrari. Je crois en ces pilotes, ils ont le bon talent au sein de l'équipe,
Pour résoudre les problèmes qu'ils ont, ils ont une voiture de course rapide comme l'éclair et deux pilotes très rapides et motivés. Bon, il n'y a pas que eux qui ont des pilotes rapides et motivés, pour le coup. Red Bull aussi, Mercedes aussi. Puis globalement, toutes les équipes ont des très bons pilotes. Hein. C'est pas ça qui fait la différence de nos jours. Il faut quand même que la voiture soit très performante et fiable. Parce que si t'as une voiture rapide, comme c'était le cas de la Ferrari, mais qu'elle finit pas les courses, comme c'était le cas de nombreuses courses cette saison 2022, ça sert à rien. Hein. Et puis être le champion du monde des qualifs, c'est pareil, ça sert à rien. C'est pas au qualif que tu marques des points. Donc Ferrari a du boulot. Il y a du boulot, mais bon, rien n'est impossible. Allez, ciao. Vasseur veut des sanctions strictes en cas de dépassement du plafond budgétaire. Ouais, bah ouais. Effectivement, Fredo, t'as raison. Ok, c'était peut-être la première fois, mais à partir de maintenant, il faut oublier les mineurs et les majeurs. Parce que pour moi, 2 ou 3 millions, c'est pas mineur, c'est méga pour le développement. Dans l'ensemble, Vasseur pense que la FIA agit correctement en distribuant des pénalités cette fois-ci. Au fait, on verra bientôt si les équipes ont toutes respecté le plafond budgétaire en 2022. Après tout, c'est à ce moment-là que tout le processus recommence. Alors bientôt, c'est relatif, parce que si c'est comme en 2022, du coup, enfin pour 2021, ça a été révélé en octobre 2022. Donc c'était un peu long hein, quand même. Hein. J'espère que ça sera plus rapide pour les budgets 2022 du coup. Qui seront révélés genre mars 2023 par exemple. Ça serait l'idéal. Juste au moment du début de la saison. Mais bon, bref, à mon avis, on n'est pas prêt d'avoir les budgets encore une fois. Mais il a raison hein, dans ce qu'il dit, il faut des sanctions plus sévères. Bon, alors quelles sanctions appropriées, ça après, hein, à vous de me dire en commentaire par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. L'équipe Pantera vise une arrivée en F1 2026. C'est quoi ça encore? Pantera Asia F1 quoi. D'accord. Il y a quelques années, en 2019, Pantera Asia avait annoncé son intention de faire partie de la grille de la F1 en tant que nouvelle équipe à partir de 2022. Cependant, l'arrivée du Covid est venue saborder ses plans. Malgré les difficultés rencontrées dès le début de l'aventure, Pantera Asia F1 n'a jamais lâché l'affaire et compte bien venir jouer dans la cour des grands. C'était des montagnes russes, nous aurions pu abandonner depuis longtemps ce projet, mais on y croit toujours, a déclaré Benjamin Durand, cofondateur et directeur de Pantera Asia F1. Le problème particulier lorsque vous souhaitez créer une équipe de F1 est d'aligner toutes les planètes, donc quand nous avions l'argent, la FIA et la F1 n'étaient pas prêtes, car à l'époque, elle renégociait l'accord Concorde. Ils n'étaient donc pas prêts à accueillir une nouvelle équipe tant qu'ils n'avaient pas signé les équipes existantes. Ensuite, nous avons également discuté avec Renault pour être partenaires sur le plan technique. Ils ont subi de nombreux changements de direction au cours des 5 dernières années. Ça a eu un impact direct sur notre projet. Les choses étaient de retour pour la possibilité pour nous d'entrer en F1, mais la pandémie est arrivée. Nous avons perdu le financement. C'est une montagne russe continue. Récemment, donc, la FIA a annoncé qu'un processus de manifestation d'intérêt serait prochainement lancé pour une nouvelle équipe. Nous savons quel était le processus pour Haas lors de son arrivée en F1 en 2016 et lors des discussions que nous avons eu avec la FIA et l'équipe juridique, ils nous ont dit qu'ils reproduiraient plus ou moins le même processus qu'avant. On a besoin d'une confirmation. C'est ce que nous attendons en ce moment. On nous a dit que d'ici la fin du mois de janvier, ils publieront exactement ce qu'ils attendent des équipes et je pense pas que nous soyons loin de la vérité dans ce que nous avons déjà. Bon bref, plein de blabla, voilà. C'est long, hein, c'est trop long, vas-y, flemme. Hein. Flemme. Oh, mais c'est quoi tout ça? Sérieux là, c'est quoi cette interview qui dure 10 plombes? Bon bref, ils veulent venir pour 2026, donc Andretti vise 2024. Est-ce que Andretti aura la primauté? Au final, on peut se demander. Est-ce que leur projet à eux est plus solide que Andretti? J'en suis pas certain, honnêtement, surtout avec la signature de l'accord Cadillac-Andretti. Bon. Bref, Pantera Asia, à mon avis, c'est du vent. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Ciao. Marco craint Mercedes en 2023. Marco n'aborde pas avec une confiance absolue la prochaine saison de F1. Il s'inquiète du retour au premier plan de Mercedes. Bon, j'espère que vous appréciez la miniature, évidemment. Notre situation n'est certainement pas celle de Mercedes au début de l'ère hybride, où il disposait d'un avantage certain sur la concurrence. Rappelle Marco, nous n'avons pas cette avance immense au niveau de notre moteur. Donc c'est très différent. Mercedes avait au moins 50 chevaux de marge sur tous les autres à l'époque. Il ne faut pas oublier que 2022 était la première année sous cette nouvelle réglementation. Les autres équipes ont forcément vu ce que nous avons fait sur la voiture 2022, alors je pense que ça sera certainement plus serré en 2023. Il ajoute, je dirais que nous devrions avoir peur de Mercedes davantage que de Ferrari, principalement parce qu'ils ont l'avantage sur Ferrari en matière de stratégie et de fiabilité. Ouais, pas fou. Alors Lewis Hamilton va-t-il tuer le taureau rouge? George Russell va-t-il, lui aussi, mettre fin à la domination des vendeurs de canettes? Réponse, bientôt. Allez, ciao. Bernie Ecclestone était prêt à payer pour qu'Hamilton signe chez Mercedes. À payer carrément, quoi.
S'exprimant dans le cadre de la série documentaire Lucky de Discovery+, Ecclestone a révélé comment il s'est impliqué pour que le transfert se fasse, même si son aide n'était finalement pas nécessaire. Nicky a réalisé à quel point Lewis est un pilote de valeur et il a trouvé un moyen de le persuader qu'il devait piloter chez Mercedes. Si Hamilton n'était pas payé ce qu'il voulait, il n'allait pas accepter de courir pour eux. J'ai dit, c'est quelqu'un dont Mercedes a besoin. Alors je vais payer la différence, mais finalement, Mercedes a payé. Cette décision s'est naturellement traduite par des résultats époustouflants, puisqu'Hamilton a remporté 82 victoires à ce jour, avec Mercedes en plus de 6 titres de champion et a aidé l'équipe à remporter 8 titres consécutifs de championnat constructeur. Ah bah clairement, ouais, c'est le meilleur move de la carrière d'un pilote, d'avoir signé chez Mercedes. Hamilton, là, il a eu le nez fin, on va dire. Et imaginez s'il n'avait jamais signé chez eux, au final, il n'aurait pas du tout le même palmarès. Et c'est peut-être Rosberg, du coup, qui aura eu plusieurs titres, ou alors l'équipé de Rosberg. Je ne sais pas qui ça aurait pu être d'ailleurs, mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire. De toute façon, il a pris la bonne décision, Hamilton. Et c'est tant mieux. Voilà, je vous laisse commenter. Honda inaugure le circuit de Hanoï, mais les perspectives ne sont pas bonnes. Pour célébrer la nouvelle année, Honda a organisé un événement spécial pour le jour de Thanksgiving à la fin de 2022 sur le circuit de Hanoï au Vietnam. Les photos montrent des voitures et des motos défilant devant des stands incomplets, une piste bordée de glissières de sécurité temporaires. Il y a seulement 3 ans, le circuit vietnamien était prêt à accueillir la Formule 1, mais jusqu'à il y a quelques jours, il n'avait jamais accueilli d'événement et se trouve actuellement dans un état de délabrement absolu. Ok, bon alors pourquoi cette course n'a jamais eu lieu, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, je vais vous faire le résumé là. Le Vietnam était censé accueillir ses débuts en Formule 1 le 5 avril 2020, cependant, il y a eu le Covid, et le championnat n'a démarré que sous une forme réduite à partir du Grand Prix d'Autriche. Le Vietnam pensait donc qu'il n'y aurait qu'à attendre une année de plus pour accueillir la F1. Mais en août 2020, Nguyen Duc Chong, maire de Hanoï, et le principal promoteur du Grand Prix du Vietnam, a été arrêté pour corruption. En raison de l'emprisonnement de l'homme clé de l'organisation du Grand Prix, l'intérêt pour l'accueil de la course tombe dans l'oreille d'un sourd et l'étape de Hanoï ne figure pas sur le prochain calendrier, ni en 2022 ni en 2023. Le circuit est actuellement dans un état de délabrement grave et n'a aucune possibilité d'accueillir une course. L'asphalte des lignes droites est utilisé par des cyclistes qui s'entraînent pour des sprints, tandis que dans d'autres parties du circuit, les véhicules civils circulent tranquillement. Il y a même ceux qui parviennent à entrer avec l'idée de faire un tour complet pour connaître les frissons de la conduite sur un circuit de Formule 1. Donc vous l'aurez compris, il ne sert plus à rien le circuit. Depuis l'arrestation de Nguyen, personne n'a repris le flambeau de l'ancien maire de Hanoï, où s'est engagé à essayer de rendre possible l'atterrissage de la Formule 1 au Vietnam. L'état actuel du circuit nécessiterait un énorme processus de rénovation avec des coûts très élevés, ne serait-ce que pour faire une proposition à Liberty. De plus, même si nous voulons redonner vie au circuit, il sera difficile de trouver une place dans le calendrier très chargé. Il semble donc très peu probable que nous verrons un jour la Formule 1 sur le circuit d'Hanoï. En fait, avec un peu de triche, il y a moyen, bien que virtuel, dans le jeu vidéo officiel de la F1 saison 2020, développé avant l'apparition de la pandémie, le calendrier de la Formule 1 est celui d'origine, qui inclut donc le Grand Prix du Vietnam, qui gagne aussi donc le record singulier d'être le seul Grand Prix à n'exister que sur les consoles. Ça, c'est quand même fort. Les gens, les gamers, ils ont roulé sur Hanoï, alors que les pilotes, ils ont jamais roulé dessus, quoi. Excellent. Bon, après, les pilotes ont peut-être testé le circuit sur le simulateur, du coup, ou sur les jeux. Bon, bref, en tout cas, ce circuit ne verra jamais le jour, a priori, en Formule 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Alors, James Kay de chez McLaren pense que le Zero Side Pod, le concept Zero Side Pod, peut être performant chez Mercedes. Nous devrons voir ce que nous voyons. Pas mal la traduction. Mais je suppose que les voitures commenceront à se ressembler. Je ne sais pas ce que Mercedes va faire, par exemple, ou Ferrari, car ces deux voitures sont en fait assez uniques. La plupart des gens, y nous y compris, ont opté pour quelque chose qui est une carrosserie à lavage par le bas. Mais nous verrons... À lavage par le bas, waouh. Mais nous verrons parce qu'il faudrait dire que les trois meilleures équipes ont les trois philosophies et elles sont toutes assez rapides. Nous pouvions voir que la Ferrari et la Mercedes étaient aux extrémités opposées du spectre. Mais elles ont maintenant des performances très similaires. Ça montre ils sont tous valorisés d'une certaine manière. Avec les progrès réalisés par Mercedes, ça laisse cette approche ouverte comme une possibilité. De même, beaucoup d'équipes se sont un peu dirigées vers ce que Ferrari a fait, avec une approche légèrement plus en dalle sur leur nacelle latérale. Oh, la traduction, au secours! Ce qui est l'effet opposé à ce que Mercedes recherchait, mais ça a un effet différent sur la façon dont le sol fonctionne. On le fond plat, quoi. Existe-t-il un hybride de chacun d'eux où vous pouvez obtenir les effets de tout? Peut-être que les équipes commenceront à essayer d'obtenir le meilleur de tous les mondes. Donc voilà, en gros, Mercedes a un concept particulier, Ferrari a un concept particulier, Red Bull a un concept particulier, mais ces trois concepts commencent à se rapprocher en termes de perfo, et au final, personne n'a vraiment eu tort, sauf Mercedes. Bon, c'est vrai qu'ils ont mis du temps à ce que ce concept fonctionne, mais ça a l'air d'être une bonne idée au final, donc bon.
À confirmer en 2023, hein, quand même. Hein. Voilà pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec James Kay, du coup? Ricardo révèle qu'un burn-out l'a poussé à ne pas signer chez As. Comme Gunther l'a dit, il m'a contacté et tout ça. Plus les jours passaient, et en particulier lorsque j'ai fait le triple relais dans la seconde moitié de la saison, donc Belgique, Pays-Bas, Italie, il est devenu de plus en plus clair qu'il ne s'agissait pas de savoir quel appel téléphonique je recevais, mais plutôt de reconnaître que je ne voulais pas concourir l'année prochaine. Donc d'une certaine manière, je suis heureux qu'une équipe de haut niveau ne m'ait pas contacté, parce que c'est un de ceux qui où vous vous dites probablement « Oh mince, je dois signer, c'est ma chance ». Mais je pense qu'au fond de moi, j'avais juste besoin d'un peu de distance. Et c'est vrai qu'il y a eu l'accrochage avec Magnussen au final au Brésil. Avec Red Bull, il a remporté 7 de ses 8 Grands Prix en F1, Ricciardo ne devrait pas avoir beaucoup d'action derrière le volant. Il se contentera de travailler dans le simulateur et de faire des démonstrations pour des engagements marketing. Il semblerait qu'une telle situation soit idéale, ajoute-t-il. On pourrait appeler ça un burn-out, mais je n'ai pas peur de l'admettre ou de le dire. C'est un de ces moments où tout le monde a une opinion, et ceci et cela. Et en fin de compte, je sais ce que je ressens, je sais ce que je veux, c'est un peu de ça. Je ne veux pas dire que je suis le seul pilote qui se sent comme ça, mais je dirais que je suis pas un sportif normal, qui se contente de dire « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Plus j'en fais, parfois plus je m'y perds. J'ai l'impression que si je fais une pause, que je prends un peu de repos, je pourrais devenir plus fort. Revenir plus fort. Bon, eh ben on verra ça. Est-ce qu'il y aura des opportunités de revenir, hein, c'est ça le truc. Quand tu prends une pause, bon, compliqué de retrouver un baquet titulaire après, hein, en roulant pas. On verra ça. Ouais, ciao. Mark Webber estime que Vettel a peut-être quitté la F1 trop tôt. Peut-être. Peut-être le regretter, hein. Alors, Mark Webber, il a eu le bon timing, je pense, peut-être un peu prématurément. Je pense qu'il pilote toujours très très bien. Je lui ai dit, je pense que tu as fait ça un peu trop tôt. Ce qui nous a fait rire tous les deux. Mais je suis ravi que dans l'ensemble, il ait eu cette belle carrière. Il était évidemment un poids lourd au début, mais dernièrement, il a encore pu faire des trucs remarquables. C'est un quadruple champion du monde, et ne surtout pas dénigrer, il nous manquera. Évidemment, Vettel, qui a couru côté de Webber, n'était plus le même ces dernières saisons, au fil du temps. Puis a notamment exploité la plateforme qu'offre la F1 pour défendre des causes qui lui semblaient importantes, et l'Australien a énormément de respect pour l'héritage que son ancien meilleur ennemi lui a laissé. Enfin, a laissé derrière lui, plutôt. Personne n'a oublié le Multi-21 Seb, lancé à la radio par Mark Webber, lors du Grand Prix de Malaisie 2013, où l'Allemand avait refusé de respecter la stratégie à l'avantage de son coéquipier australien. Bien sûr, au début de sa carrière, c'était pas simple. Évidemment, j'ai partagé avec lui quelques podiums, quelque peu controversés, partout dans le monde. Mais à la fin, je pense qu'il était formidable dans ses réflexions. Il a commencé à apporter beaucoup au sport, ce qui n'aurait pas dû être le cas au début de sa carrière. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas au début de sa carrière. C'était même sûr, c'était pas du tout le cas même. Il était pas du tout dans la même ambiance, Vettel, en début de carrière, par rapport à la fin de carrière. Des résultats, oui, mais en tant que champion du monde, il a certainement fait beaucoup plus à la fin, ce qui était brillant. Je lui tire mon chapeau. Bravo. Bon bah écoutez, voilà. Est-ce qu'il reviendra un jour en F1, Vettel? Bah ça c'est la grande question, hein. Peut-être, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, il prend sa retraite. Peut-être qu'il va se lasser de la retraite et qu'il va revenir en 2024-2025. On verra ça. Les partenaires de longue date de Red Bull, Citrix et Puma, disparaissent des noms des sponsors. Puma et Citrix étaient tous deux associés à l'équipe depuis longtemps. Puma a également produit les vêtements et les produits dérivés de l'équipe, mais ne le fera plus en 2023. À la place, Red Bull continuera avec Castore, une jeune marque de vêtements britannique, qui est aussi le sponsor vestimentaire de McLaren. Le changement peut être vu sur le site officiel de Red Bull et signifie que les deux anciens partenaires ne seront pas visibles sur l'RB19. Le logo Castore les remplacera. Plus tôt, la société de crypto-monnaie Tezos a également disparu. Bon, ça, ok. Bon, bah voilà. Deux sponsors qui disparaissent de la monoplace. Bon, après, voilà, ça va pas mettre Red Bull sur la paille. Hein. Je pense qu'ils ont les moyens. Mais je suis assez étonné que Puma s'en aille, pour le coup. Puisque c'était quand même un partenaire de longue date. Et voilà. Après, c'est le sponsoring, on n'est pas dans les contrats. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas été renouvelé, en tout cas. Voilà pour ça. Ouais, ciao, ciao. L'Arabie Saoudite veut accueillir plus qu'un simple Grand Prix de Formule 1. Le pays espère faire venir des équipes de F1 au Moyen-Orient à l'avenir et a des vues sur McLaren et Aston Martin entre autres. Mais qu'est-ce qu'ils iraient faire là-bas en fait? Nous avons de grandes entreprises qui peuvent aider à l'avenir du sport auto. Prince donc saoudien a déclaré ça. Lorsqu'on lui a demandé s'il verrait une équipe de F1 s'installer au Moyen-Orient, il a répondu par l'affirmative. C'est ce qu'on espère et c'est pour ça que c'est sur quoi on travaille. Avec tous les investissements que nous faisons dans les voitures, le fonds d'investissement privé a acheté des parts dans McLaren et Aston Martin. Nous nous dirigeons dans cette direction. Avec un peu de chance, nous pourrons ouvrir et amener le siège social en Arabie Saoudite. Ok.
Attirer des personnes ayant les bonnes connaissances fait aussi partie des options. De cette façon, le prince espère que son pays pourra finalement commencer à produire les voitures et la technologie dont il a besoin et créer ses propres marques. Une partie de cet objectif est de produire un futur champion qui pourra concourir en Formule 1 ou en MotoGP. Donc, est-ce que des équipes de F1 iront en Arabie Saoudite s'installer Pour la logistique, c'est pas une bonne idée, honnêtement. Les coûts de transport et tout, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Bon, on verra bien. Je vous laisse commenter.